elle est que la règle générale, c'est qu'il n'y a pas d'urbanisation à proximité du littoral. Aujourd'hui, nous assistons à un phénomène d'urbanisation, d'artificialisation des terres agricoles, qui représente une véritable menace de long terme sur la sécurité alimentaire. Pourquoi ? Parce que cette artificialisation, elle se fait en priorité à proximité des villes. Or, pour des raisons historiques, vous le savez, les villes se sont installées dans les territoires agricoles les plus fertiles, au milieu des plaines, par exemple. Eh bien, pour mettre fin à ce processus massif d'artificialisation des terres, aujourd'hui nous avons environ 15 000 hectares par an qui disparaissent, de terres agricoles qui disparaissent, eh bien nous appliquerons une loi de protection généralisée du foncier agricole, forestier et naturel en nous inspirant de la loi du littoral. C'est-à-dire que la règle générale sera qu'il n'y aura plus d'artificialisation. Bien sûr, il y aura des exceptions, mais ces exceptions seront des exceptions. Et elles seront décidées sur la base de critères stricts définis au niveau national et elles seront décidées par des commissions départementales, c'est-à-dire que nous allons libérer les élus locaux du poids de cette décision. Parce qu'on sait bien aujourd'hui que les élus locaux sont soumis à tout un nombre de pressions de la part de segments de la population, mais aussi d'intérêts économiques qui, bien souvent, utilisent le chantage à l'emploi, le chantage à l'activité économique pour faire pression sur les élus locaux pour que des terres agricoles deviennent des terres urbanisables, des terres artificialisées. Il faut donc mettre fin à ce type de pression, il faut donc libérer les élus locaux de ce type de pression et c'est ce que nous préconisons dans le cadre de notre politique foncière. Et puis, une dernière mesure concernant le foncier agricole, nous savons bien aujourd'hui que la hausse des prix, du prix du foncier, à proximité des grandes villes, est une hausse qui empêche l'installation de nombre d'agriculteurs. Et cette pression, elle est liée à la spéculation foncière, parce que quelque part, les propriétaires se disent, eh bien tôt ou tard, peut-être demain, dans 5 ans, dans 10 ans, ces terres, mes terres, elles vont devenir des terres urbanisables. Et leur prix va pouvoir être multiplié par 10, par 20, par 50, je crois que ça va jusqu'à des quantités tout à fait astronomiques. Donc, nous disons que toute plus-value réalisée suite à une vente de terre qui a acquis de la valeur suite à son urbanisation sera taxée à hauteur de 90% de façon à stopper ce processus. Alors, je vais terminer sur 2 points. Tout d'abord, vous le savez, il y a tout un certain nombre d'organismes qui accompagnent le développement de l'agriculture. Ce sont les instituts techniques, ce sont les chambres d'agriculture. Nous en parlions cet après-midi avec des paysans de la région et nous voyons bien aujourd'hui que les chambres d'agriculture ne jouent pas le rôle qu'elles devront jouer pour la transition écologique de l'agriculture. Et là, il y a une nécessité. Tout d'abord, de mettre fin à cette confusion malsaine qui est aujourd'hui le fait que les chambres d'agriculture ont une double mission. À la fois une mission de service auprès des agriculteurs, une mission de service public, on pourrait dire, et une mission de représentation des intérêts du monde agricole. Il faut mettre fin à cette situation malsaine. Les chambres d'agriculture doivent être recentrées sur une mission de service public. La représentation des intérêts catégoriels, il y a des syndicats pour cela, mais ce n'est plus le rôle des chambres d'agriculture. Donc nous allons recentrer les missions des chambres d'agriculture. Deuxièmement, le cadrage de leur mission défini par l'État sera opéré en cohérence avec les objectifs de l'accompagnement de la transition écologique de l'agriculture, de l'accompagnement vers une agriculture écologique et paysanne. Et troisièmement, ceci implique de libérer les chambres d'agriculture du contrôle exorbitant qu'opère aujourd'hui le syndicalisme agricole majoritaire sur les chambres d'agriculture. Donc ceci impliquera non seulement de revoir
le mode d'élection des représentants des agriculteurs dans les chambres d'agriculture, avec notamment l'application d'une proportionnelle intégrale, mais ceci impliquera aussi d'y associer tout un certain nombre d'autres acteurs, parce que, rappelons-le, l'agriculture n'est pas qu'une question des agriculteurs, c'est une question qui concerne l'ensemble de la société. Et donc les collectivités territoriales devront être aussi présentes dans les chambres d'agriculture et y assurer pleinement leur rôle. Et puis également les associations de défense de l'environnement, les associations de consommateurs et d'autres représentants de structures issues de la société. Voilà, donc cette question est tout à fait fondamentale et il faudra aussi voir quelle articulation possible avec toutes les structures qui se sont développées en marge des chambres d'agriculture actuelles, du fait même des carences des chambres d'agriculture, hein, dans les CIVAM, les FADEAR, etc. Il faudra renforcer aussi ces structures et leur donner toute leur place, parce que ce sont elles qui ont l'expérience de l'accompagnement, de la promotion de ce type d'agriculture écologique. Eh bien, je vais terminer maintenant sur la dimension internationale de notre programme. Nous l'avons dit, dans le cadre du protectionnisme solidaire, dans le cadre du respect de la souveraineté alimentaire, qui est une condition de la transition écologique des agricultures, qui est une condition de la relocalisation des productions, eh bien, nous devrons réintégrer un certain nombre de protections. D'une manière générale, ceci signifie de mettre fin aux accords de libre-échange et de nous opposer aux accords de libre-échange qui ont été négociés comme le CETA ou bien qui sont en cours des négociations comme le TAFTA. Mais d'une manière générale, tout ceci implique de sortir des traités européens actuels. Vous voyez bien qu'un certain nombre de nos propositions sont aujourd'hui en contradiction avec les traités européens. La protection, l'existence de prix minimum, l'existence de coefficients multiplicateurs, le droit à la concurrence, qui interdit aujourd'hui aux collectivités territoriales qui souhaiteraient dans leurs appels d'offres publics pour la restauration collective introduire des critères de localisation géographique des productions. Tout ceci, ce sont des choses qui sont aujourd'hui incompatibles avec les traités européens, les traités ou les règles européennes actuelles. Et puis, nous avons le système des aides de la PAC dont j'ai parlé tout à l'heure et dont nous disons qu'il faut sortir définitivement pour instaurer un autre type de système d'aide directe. Eh bien, par rapport à toutes ces questions, nous négocierons avec les partenaires européens. Nous négocierons dans le cadre de ce que nous appelons le plan A, comme nous négocierons sur tout un certain nombre d'autres questions. Mais nous aurons également le plan B, c'est-à-dire, in fine, en fonction des négociations, de ce qui aura été obtenu ou pas obtenu dans ces négociations, eh bien, c'est le peuple qui décidera. C'est le peuple qui décidera à travers un référendum si, compte tenu de ce qui a été négocié, de ce qui a été obtenu, eh bien, est-ce que l'on continue dans le cadre de l'Union européenne ou bien est-ce que nous décidons d'en sortir et de construire d'autres politiques avec les pays européens qui le souhaitent. C'est le plan B. Mais c'est très important de prendre en considération que l'importance aussi de ce plan B pour la négociation et pour le rapport de force dans la négociation sur le plan A. Parce que pourquoi Alexis Tsipras a dû céder, a dû capituler sur l'ensemble de la ligne? C'est parce qu'il n'avait pas de plan B. Et parce que les autres, les Merkel et les autres, le savaient bien qu'il n'avait pas de plan B. Et qu'en absence de plan B, il serait tôt ou tard obligé de capituler sur 100% de ses demandes, de ses exigences. Et c'est ce qui s'est passé au bout de quelques mois. Donc, non seulement la France n'est pas dans la situation de la Grèce, nous sommes la deuxième puissance européenne. Ceci n'est pas un mépris pour la Grèce, mais c'est une réalité objective. Donc non seulement la France n'est pas dans cette position, mais le fait qu'il y ait un plan B, et le fait que les autres savent qu'il existe un plan B, et que nous sommes prêts à aller jusqu'au bout, permettra d'assurer un rapport de force satisfaisant
dans la négociation du plan A. Et puis je vais terminer sur la question internationale, sur la question de notre internationalisme. Et ceci est très important. Nous ne sommes pas des nationalistes pour un repli nationaliste sur nous-mêmes. Si nous parlons de protectionnisme solidaire, nous ne parlons pas de protectionnisme au sens où il est défendu par une Marine Le Pen. Nous parlons bien d'un protectionnisme solidaire parce que nous faisons le raisonnement que c'est une condition pour la transition écologique de l'agriculture et pour ne pas mettre en compétition les peuples les uns avec les autres, pour ne pas mettre en compétition les peuples au service des multinationales qui peuvent de cette manière, dans tous les pays, jouer sur les conditions sociales de production, jouer sur les salaires, jouer sur la fiscalité, jouer sur les conditions écologiques de production. Et donc au niveau international, nous promouvrons aussi une organisation des Nations Unies à partir de l'expérience de la FAO qui soutiendra au niveau international cette transition de l'agriculture. Et en termes de coopération, nous appuierons les États des pays en développement qui le veulent bien à soutenir leur agriculture familiale, leur agriculture paysanne, à organiser la transition écologique de cette agriculture paysanne, à protéger leur marché agricole, à réguler leur marché agricole. C'est-à-dire que nous ferons tout l'inverse de ce que fait actuellement l'Union européenne, qui, à travers les accords de partenariat économique, est en train de faire pression sur les pays africains pour qu'ils libéralisent leur marché agricole au bénéfice des produits de l'agriculture et de l'agroalimentaire européenne qui, sur ces marchés de l'Afrique, arrivent à bas prix et concurrencent les produits de l'agriculture paysanne. Et cette agriculture paysanne, elle est notamment fragilisée par ces importations de produits à bas prix. Et aujourd'hui, que font les fils et les filles de cette agriculture paysanne, ruinée, en crise? Eh bien, ils vont migrer dans les villes. Et une partie d'entre eux, eh bien, vont se noyer dans les eaux de la Méditerranée pour rejoindre l'Europe, tout simplement pour pouvoir vivre dignement. C'est exactement l'inverse de cette politique scandaleuse de l'Union européenne que nous appliquerons en termes de politique de coopération et de solidarité avec les pays du Sud. Et puis un dernier point, nous devrons aussi appliquer des règles aux entreprises multinationales. Indépendamment de l'agriculture, nous exigerons des entreprises multinationales qui opèrent sur le territoire français la transparence financière, le paiement de leurs impôts, le non-recours aux paradis fiscaux. Et dans le domaine agricole, nous n'autoriserons pas une entreprise à intervenir sur le territoire national, que ce soit de manière directe ou indirecte à travers leurs filiales, nous ne les autoriserons pas si elles ne sont pas ailleurs impliquées dans les pays du Sud, dans des processus de déforestation ou dans des processus d'accaparement de terres aux dépens des économies paysannes. Voilà, c'est donc une politique agricole, une politique alimentaire, une politique de solidarité internationale qui forme un tout cohérent. Voilà donc pour les principales mesures. Et bien maintenant, je crois que le débat est ouvert, hein. Il y a des tas de questions qui peuvent être discutées et encore approfondies entre nous. Merci bien.